Welcome à cette première édition du Crypto Show qui aura lieu, qui aura lieu tous les vendredis cet été à 19h. Parfait pour l'heure de l'apéro. Écouter des mecs parler de crypto, de NFT, de DeFi, juste avant d'entamer le week-end. Et donc du coup, je vais faire un petit tour de table. Donc Nicolas, qui est on peut dire que tu es web designer, c'est ça? Ouais, de métier, ouais. Web designer de métier, prof à tes temps perdus, streamer, geek artiste numérique digital, si on peut dire, euh, de NFT. Ouais. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Ouais, globalement, ouais, c'est très bien. Ouais, globalement, ouais. Ensuite, on a Johan qui est le responsable, on peut dire comme ça, responsable marketing au sein de Realty. Donc Realty, qui est une entreprise de tokenisation de l'immobilier. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça, c'est même tout à fait ça. C'est à peu près ça. Photographe à tes heures perdues. Oui. Oui, ça va, oui. Photographe à tes heures perdues, oui. Complètement. J'ai été court. Voilà. Voilà. Et enfin, alors je veux dire comme ça, le petit dernier, parce que c'est le plus jeune de la bande, Antoine, qui est étudiant et qui bosse, qui a développé avec d'autres confrères, compatriotes, AP Wine Finance. Est-ce que c'est bon, Antoine? Oui, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Ça ressemble un peu à ça. Ok. Écoute, de toute manière, tu nous expliqueras un peu plus en détail ce que tu fais. Donc voilà, le Crypto Show, c'est un podcast en live où on va parler d'actualité crypto au sens large. On va parler NFT, on va parler blockchain. Et on va essayer de rendre ça le plus fluide et le plus sympa possible. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions pour quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et puis voilà. Du coup, on va commencer tout de suite un peu avec l'actualité du jour. Messieurs, n'hésitez pas à répondre si jamais vous voyez qu'on vous pose des questions. N'hésitez pas à y répondre, à m'interrompre. Et puis on va démarrer tout de suite l'actualité tranquillou. Alors l'actualité NFT est pas mal chargée en ce moment, donc je pense qu'on peut démarrer tranquillement par ça. Je crois savoir que vous avez envie de me parler d'une chanteuse pop populaire, donc je vais vous couper l'herbe sous le pied. Effectivement, on a Katy Perry qui a lancé sa collection de NFT, si je dis pas de bêtises, sur une plateforme concurrente de Twitch. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous inspire, est-ce que Zeta c'était la meilleure application pour pouvoir le faire, est-ce que vous auriez fait autrement? Toi, Nicolas, qui est sur qui est concrètement dans la création de NFT, qui a choisi d'autres plateformes, est-ce que toi, tu pourrais aller sur Zeta ou tu es très bien sur OpenSea? Moi, j'ai pas de. En fait, on en avait déjà parlé une fois. Moi, je suis assez ouvert un peu à toute plateforme. Hein. J'ai testé autant Rarible, OpenSea, sur BSC avec Bakery Swap et sur Wax. Donc, moi, je trouve ça bien que ça s'ouvre un petit peu à d'autres choses, qui est pas que les plus connus. Après, Theta est quand même une grosse plateforme. J'ai vu qu'ils ont pas mal de gros drops à venir. Je crois qu'il y a un drop de World Poker Tour, je crois. Il y a BitBoy Crypto et d'autres gens. Ouais, Et, ils font pas mal de trucs. Ouais. Ils font ça un peu à la Nifty Gateway, tu vois, où ils posent des drops à des jours précis, ou du coup de personnes un petit peu connues, qui sont un petit peu dans le milieu ou pas, du coup, avec Katy Perry. Et moi, je trouve ça plutôt cool. C'est vrai que le marché NFT ces derniers temps est un petit peu au calme plat quand même. On va pas se mentir, avec le marché crypto dans sa globalité d'ailleurs.
Et moi, je trouve ça bien parce que ça montre que... j'ai beaucoup de messages qui me disent « Ah, tu penses que les NFT, ça va repartir ?» Moi, je reste persuadé que c'est pas une bulle qui était juste là et qui a éclaté et que à un moment il y avait tellement d'engouement et on reste dans la crypto, quoi. Ça fait une petite pause et c'est pas forcément plus mal de repartir après et de voir qu'il y a des artistes comme Katy Perry qui arrivent. Moi, je trouve ça plutôt super encourageant. Ouais. Oui, et puis après, pour rebondir, c'est pas non plus, c'est ce que le public voit, ou c'est tous les artistes qui sont arrivés sur la bulle de l'été dernier et un peu l'automne dernier, mais concrètement, les projets ont toujours continué à se développer. Quand on voit Rarible la semaine dernière qu'on levait 14 millions, les projets continuent de se développer de manière sous-jacente. Et puis ça continue, c'est pas non plus mort. Twitter qui ont droppé des NFT en édition limitée cette semaine. C'est juste que je pense que la hype un peu de tous les nouveaux arrivants, c'est tout ça qui est un peu mort, où il y a eu un peu un côté un peu FOMO, mais au niveau structurel, au contraire, c'est en ce moment que tout se passe. Moi, j'ai plus cette sensation-là. Après, oui, je pense que la hype est redescendue aussi parce que le marché s'est un peu cassé la gueule et du coup, les gens réfléchissent plus facilement à où ils vont investir, en fait. C'est ça. Je pense que les gens ont aussi peur de perdre leur bille. En investissant potentiellement dans quelque chose qu'ils auraient du mal à revendre tout de suite si on est sur ce côté un peu trading, investissement, voilà. Mais la question que je me posais en fait, c'est cette multiplication, cette démultiplication de plateformes. Est-ce que ça tuerait pas un peu la poule dans l'œuf, étant donné que c'est un peu on est sur des blockchains qui sont différentes à chaque fois. Zeta a sa propre blockchain, Rarible OpenSea, on est sur du Ethereum, mais il y a du développement sur Tezos, il y a du développement sur et il n'y a pas forcément d'interopérabilité. Antoine, tu disais? Je disais, il y a aussi Flow avec NBA Top Shot, il y a Immutable X, mais ça c'est plus pour les jeux. Ouais. Mais par contre, pour revenir un peu sur le FOMO, du coup, on n'est vraiment plus à l'époque de Beeple avec les 70 millions pour le NFT. Mais il y a quand même quelque chose derrière parce qu'on peut voir Axie Infinity qui est le protocole qui a généré le plus de profit cette semaine par rapport à tous les autres protocoles DeFi. Et c'est vraiment impressionnant de voir que du coup le jeu prend. Et Axie Infinity, si vous ne connaissez pas, ça ressemble un peu à Pokémon, mais où vos Pokémon ne sont pas forcément uniques, mais vous les possédez. Et donc, vous pouvez vous battre contre d'autres personnes et vous pouvez faire du PvE. Donc, en mode histoire, on va dire. Il y a beaucoup de personnes aux Philippines qui utilisent ça du coup pour gagner de l'argent. Et donc, ça crée un véritable business et il y a des vraies dynamiques. Et ça, c'est assez impressionnant. Oui, parce que là, on s'éloigne, on parle du côté NFT gaming. Je pense qu'au début, on était plus sur le côté NFT art. En tout cas, tout ce que va faire Theta, tout ce que OpenSea, Rarible, on est plus sur de l'œuvre d'art après que sur le jeu, parce que tu as Sorare aussi qui a explosé au niveau en termes d'activité, en fait, en termes de coûts. Même là, la levée, j'ai plus le chiffre en tête, mais ils ont levé là, il y a 15 jours, 3 semaines. C'est assez énorme. Donc, c'est vrai que si on parle des NFT au global, ils ont fait une première levée. C'est loin d'être. Ils ont fait une première levée et il y a une rumeur qui est pour l'instant qui n'a pas encore été elle n'a pas encore été démentie, mais pour l'instant on ne le sait pas. Mais apparemment ils auraient levé 500 millions de dollars, donc un demi milliard de dollars. Effectivement, ça pourrait les catapulter sur la Lune, quoi. Ça serait. C'est pas rien. Ouais. Hein. Non, c'est pas rien. Non, clairement, là, on parle vraiment d'une des, si ce n'est, potentiellement la plus grosse licorne française, quoi. Ouais. C'est ça. Et effectivement, en plus, ce qui est aussi cool, comme avec Katy Perry, c'est là, on peut voir, par exemple, Antoine Griezmann a directement investi dans la levée de Sorare. Et donc, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a quand même un engouement aussi au niveau des... plus que juste on l'utilise et voilà, c'est un peu fun,
mais vraiment, on s'investit dedans, dans des plateformes NFT qui, du coup, pourraient représenter un peu l'avenir du pari sur le foot ou de tout ce qui était un peu Panini à la base, quoi. Ah bah oui, clairement. Clairement. Mais je pense que... Parce que là, en plus, ils ont annoncé que ils allaient passer sur un L2, ce qui est pas plus mal au final. Mais effectivement, ça peut aller très très loin cette histoire. Alors à voir comment ils vont réussir à faire évoluer le jeu, le concept dans le temps. Mais effectivement, ça a été une manière d'onboarder quand même dans un univers qui est pas fondamentalement, enfin, c'est pas forcément ce que recherchent des gens, mais l'univers de la crypto, enfin le secteur de la crypto, Sora a permis d'onboarder quand même des milliers de personnes, entre guillemets, assez rapidement, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui savent, ils le savent par la force des choses, mais comme tu peux tout payer par carte de crédit, tu n'as même pas besoin d'un wallet natif. C'est transparent, tu n'as pas besoin d'être un activiste de la crypto pour être sur Sora. Et je suis persuadé que dans la plupart des utilisateurs, il y en a beaucoup qui n'ont rien d'autre que leur wallet interne à Sora, quoi. Tu allais dire, excuse-moi. C'est comme sur NBA Top Shot, hein. En soi, tu n'as pas besoin d'avoir de la crypto pour acheter. Tu peux acheter par carte bancaire et après tu peux le transférer sur ton MetaMask ou sur ton wallet Flow, mais en soi. C'est vrai que je connais moins NBA Top Shot, mais c'est le même principe. Oui, c'est vrai que ça a permis d'onboarder automatiquement beaucoup plus facilement. À voir, moi, c'est des questions que je me pose justement sur Sora. Je trouve que ça ouvre justement les NFT au grand public, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément connaissance d'eux. Ceux qui sont intéressés par le foot ou tout ça, du coup, un peu par la force des choses, ils vont prendre connaissance de ce que c'est et comprendre peut-être l'intérêt, et ça va justement ouvrir ça à un champ beaucoup plus large, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont sur Sora qui savent pas qu'ils sont en train que c'est des NFT, des choses comme ça. Ils ont même pas je pense qu'ils s'y intéressent pas. Mais moi, la question que je me pose sur l'évolution de Sora, c'est est-ce qu'ils vont ouvrir justement Sora à d'autres potentiels sports, choses comme ça. Je sais pas si ce serait pertinent, mais tu vas faire des sous-sections, des trucs. C'est pas impossible. Ouais, disons que la NBA apparemment, enfin bon, déjà c'est un peu bloqué. Voilà. Après, je sais pas si il y a d'autres sports européens, quand je dis européens occidentaux. Alors la NHL, effectivement, le problème c'est que NHL et baseball, ça pourrait, c'est moins verrouillé, donc ça pourrait. Par exemple, baseball en Asie, c'est assez fou, en Amérique latine aussi. NHL, c'est plutôt nord-américain et pas mal en Russie. À voir, hein, moi, c'est juste des suppositions où je me dis pourquoi ils vont se limiter, surtout s'ils finalisent leur levée. Parce que c'est pas qu'une rumeur, a priori, c'est quasi en cours de signature. Hein, on est plus que sur de la rumeur, là. Mais le truc, c'est que s'ils finalisent leur levée, qu'est-ce qui les empêche d'aller d'élargir, en fait? Même la NBA, c'est plus si bloquant que ça, au final. Je sais pas, avec cette levée-là, ils sont plus gros que NBA Top Shot. Tu vois, je sais pas trop, je me rends pas compte. C'est peut-être, entre guillemets, problématique, comment dire, enfin, je suis pas sûr que deux entreprises du même secteur puissent, comment dire, enfin, qu'il y ait de la place pour deux entreprises du même secteur, tu vois. Après, c'est pas exactement la même chose, mais ouais, à voir. Après, c'est pas exactement la même chose, NBA Top Shot et Sora. Non, je suis d'accord. À voir. Mais effectivement, après, mais je crois qu'il y a une entreprise, il n'y a pas déjà une boîte qui fait ça pour le cricket, pour l'Inde, le Pakistan, etc. Je sais pas du tout. Je crois que je vais me renseigner dessus. Je t'avoue, je suis pas un grand adepte du cricket, je t'avoue. Tu devrais. Oui, c'est bon. Cricket, c'est bien ça. C'est TEZ, ouais. Et je crois que ça marche aussi, genre assez violent là-bas. Donc ouais. Okay. Ça a l'air assez gros, ouais. Cricket, tu vois. En même temps, on est là pour apprendre, hein, du coup, on découvre des nouvelles choses. Tous les jours. C'est ça qui est bien. Et on le partage avec tout le monde aussi, ça qui est cool. C'est ça, ouais. Ok. Oui, dis-moi. Et Cricket est basé sur Tezos. Juste petite parenthèse, on parlait de la multiplication des blockchains. Cricket, c'est sur Tezos. Je crois que Theta, je ne veux pas dire de conneries, ce sera vérifié. Je crois que Theta veulent justement essayer de jouer l'interopérabilité entre les blockchains. J'ai cru voir ça ce matin
en faisant mes news de la journée. J'essaierai de retrouver le détail pour la semaine prochaine pour le confirmer. Ok. D'accord. Effectivement, alors je te cache pas que j'ai pas eu l'info. Enfin, j'ai pas vu passer l'info, mais ok, je suis preneur de toute bonne news sur le sujet. Mais effectivement, pour revenir sur Theta, effectivement, il est désormais possible, et c'est quelque part c'est un peu dommage qu'aujourd'hui on fasse pas cette émission dessus, mais c'est pas bien grave. Il est désormais possible de faire du staking sur la plateforme et d'être récompensé. Donc c'est ouvert à tout le monde et du coup ça permet pour les gros donateurs, ça permet à beaucoup plus de monde, ça permet aux viewers de redistribuer plus facilement, je pense, du T-Fuel. Voilà. Et pour conclure sur Theta et revenir à Katy Perry, Madame Perry a investi apparemment dans Theta TV. Ouais. Voilà. Dans la société derrière Theta, ouais. Exactement. C'est même précisé qu'elle a investi, mais juste un petit peu. Ils ont pas dit le montant. On n'a pas donné le montant, c'est ça. Mais bon. Mais je pense que le montant reste quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, d'un regard externe, quel intérêt pour Katy Perry, parce qu'elle n'est pas vraiment active en tout cas où on le sait pas, mais je vois moins la pertinence, tu vois, pour elle d'investir dans Theta. Griezmann, à la rigueur, ça coule de source. Investir dans Sorare, ça paraît sur le papier plus pertinent. Katy Perry, je vois pas trop. Je sais qu'elle a un programme, du coup, son prochain spectacle, en tout cas, c'est ce qui en découle, va être diffusé en priorité sur Theta. Donc voilà, elle va pousser pour que ses fans aillent dessus. Mais je vois pas la pertinence, à part si justement, je sais qu'elle a eu des soucis dans l'industrie de la musique ou des choses comme ça. Il y a eu quelques embrouilles avec des maisons de disques. Donc, est-ce que c'est plus pour avoir ce côté liberté et ce qui ferait du sens? Mais j'ai du mal sur le papier à comprendre. À part juste un intérêt fort pour cette plateforme. Je pense que pour le stream, je pense que pour pousser le stream, faire des contenus un peu exclusifs, comme le fait par exemple la NASA sur la chaîne de Theta, je pense que c'est je pense que l'intérêt il est là. Elle veut probablement. Non, complètement. Mais pourquoi elle investit dedans, tu vois? Elle aurait très bien pu, en tant qu'artiste, juste aller sur Theta et dire à ses fans, moi je suis là, et elle récupère du T-Fuel, tu vois. C'est plus alors moi j'ai un peu quitté l'industrie de la musique, mais potentiellement, je sais pas, peut-être que elle a une maison de prod et peut-être qu'elle investit aussi dans des musiciens qui pourraient, tu vois, pousser leur contenu sur ce type de plateforme. Donc c'est aussi je pense que c'est pas sans raison, hein. C'est clairement il y a un intérêt derrière. Non, il y a évidemment, mais c'est juste que là sur le papier je le vois pas trop, ou voilà, c'est plus. Je me demande. Du coup, je suis assez impatient de voir ce que ça va amener, quoi. Mais tu sais, c'est comme le NFT de Megadeth qui, au final, c'est pas que ça a fait un flop, mais bon, c'était pas. Enfin, je veux dire, il y avait rien d'exceptionnel derrière, quoi. Je veux dire, c'était que pour les fans, c'était du fan service, là. Il n'y avait rien de plus. Ouais. Donc, ça, t'écoutes des bons trucs. Hein. Pardon? T'écoutes des bons trucs, c'est bien. J'ai eu une vie avant d'être dans la crypto, donc voilà. C'est bien. Tout à fait. Après, en musicien, il y a eu quand même pas mal d'autres. Il y a eu pas mal d'autres trucs. Il y a eu Snoop Dogg aussi, c'est avec crypto.com. Il y a eu qui le mec de. Je sais pas si c'était le mec d'Aerosmith, je sais plus. Qui a fait un truc aussi. Enfin, il y en a eu quelques-uns, tu vois. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. D'accord. Ah non, je les ai pas tous eus. Et il n'y avait pas eu Eminem? Non, je dis une bêtise là, peut-être. Non, il y a The Weeknd qui a vendu un morceau en NFT, je crois, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, il s'est passé un petit peu des choses. Je pense qu'il y en a certains musiciens, certains gros artistes, je pense qu'ils veulent se placer aussi un peu au début du truc, tu vois. Ouais. On se dit, imagine dans 5 ans, tout le monde fait ça. Je préfère, si moi je suis Snoop Dogg, Katy Perry ou je ne sais pas qui, je préfère être là me dire tiens, j'étais dans les premiers, tu vois, j'étais dans le game au début et après les autres ont suivi. Je pense qu'il y a aussi un intérêt un petit peu à ce niveau-là, quoi. Enfin, je pense. Oui, d'être précurseur et. Ouais, grave. J'avais vu des artistes, mais j'ai plus leur nom en tête, mais un peu électro-techno, qui ont sorti des albums en NFT aussi, des musiques, en tout cas tout un projet.
Ah ouais, ok. J'avais vu ça, ouais, l'été dernier, courant fin août ou septembre. Ouais, quand... Alors attends, il y a Antoine qui Oui, on n'entend pas très bien. Ça, il y avait Grammatique qui avait fait déjà des musiques intitulées Satoshi Nakamoto et Vitalik Buterin et qui avait tokenisé ses droits de ses royalties. Ok. Et il avait du coup fait je crois, un ICO de ses royalties. Le mec a été loin là. Ouais, grave. Elle était plus loin effectivement que certaines autres personnes, mais du coup voir ce que ça peut donner un mélange entre du coup des NFT d'un côté et justement des royalties qui sont générées d'un autre. Pourquoi pas faire un mélange où la personne achète un NFT et dedans il y aurait peut-être les royalties pour ce titre ou une partie des royalties, etc. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de trucs à faire avec les NFT. Donc, je crois qu'on n'a pas fini d'explorer. Non, je pense qu'il y en a encore pour un moment. Ouais. Il y en a encore pour un moment. Ok, et ben écoute, moi j'en profite, qu'on est toujours un peu qu'on soit toujours, pardon, un peu dans les NFT, pour demander un peu à Nicolas comment ça se passe le travail, comment on crée des NFT. Alors c'est vrai qu'on avait eu déjà l'occasion d'un peu d'en discuter, mais pour les gens qui connaissent pas forcément, qui savent pas forcément comment ça fonctionne, comment est-ce que toi comment tu passes de ton, entre guillemets, ton ordinateur à la blockchain, tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne, tout simplement. J'ai besoin d'expliquer un petit peu le cheminement dans lequel je suis passé pour que ce soit un peu plus clair, tu vois. Ouais. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai découvert Rarible et OpenSea, je trouvais ça assez cool. Et en fait, en vrai, au début, j'ai fait un peu des choses pour le fun, ça marchait pas de ouf. Et en fait, après, j'ai plus essayé de créer des collections de choses, tu vois, pour l'aspect vraiment collectibilité, en avoir plusieurs versions. Et du coup, moi, en gros, je fais mes croquis sur mon iPad pour griffonner un petit peu des idées. Je fais un peu de la veille graphique un peu constante tous les jours. Et après, en fait, je passe sur mon ordi, je vais du coup sous Blender, qui est le logiciel 3D, et je passe pas mal d'heures du coup à mettre en créant en fait ce que j'avais en tête. Et une fois que j'arrive au résultat final, je passe sur les différentes plateformes, soit Rarible, WeFoundation ou OpenSea, pour du coup minter les œuvres, qui sont du coup dans mon cas des vidéos. Et du coup, je mint les œuvres, j'offre en fait pour chaque œuvre il y a un lien de téléchargement privé avec genre des wallpapers en plus, ou pour apporter un petit bonus à l'achat du NFT. Et puis voilà quoi, dans les grandes lignes. Ok. J'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Ouais, aussi simple. C'est plus la partie de créa en vrai qui est complexe. Qui est complexe, parce que ça peut arriver d'avoir des moments où les idées viennent pas. Tu vois, t'es devant ton ordi ou devant ta feuille de papier ou ton iPad, et tout ce que tu fais n'est pas bien. Du coup, t'as un peu le truc, la peur de la page blanche, où du coup ça vient pas. Et du coup, quand ça vient pas, avec le temps et l'expérience, je me suis dit, j'ai pris l'habitude à tout éteindre, tout arrêter, et en vrai, aller prendre l'apéro et plutôt sortir, m'oxygéner et penser à autre chose. Et du coup, plutôt retourner après dessus, avoir pris un peu de temps à penser à autre chose. Je trouve ça aide pas mal, quoi. Ouais. D'accord. Mais c'est assez complexe, hein, franchement, parce on a quand même un petit peu la pression. J'ai toujours un peu la pression des fois de peur de décevoir, ou que les gens ne vont pas aimer. Tu vois, t'as quand même un peu ce truc où t'as envie de faire
as envie de faire ça bien, surtout quand tu vends des NFT à des montants quand même un peu plus élevés, et tu as envie de faire ça bien, et que les gens aiment surtout. Tu vois. Donc c'est ça qui est important. Mais est-ce que l'aspect psychologique du prix viendrait pas parce que, ça serait pas, il pourrait pas être inhibé dans le sens où aujourd'hui on définit que par exemple un Ether vaut $2000, que demain si ça augmente ça vaut 2500, etc. Mais si on réfléchit tout simplement juste en crypto en se disant un Ether vaut un Ether, est-ce que là juste tu te dis pas que il est à sa juste valeur? C'est une question qui est un peu philosophique. Bah si, en fait, là je suis complètement d'accord. Hein. Après, en fait, pour moi, un Ether, ça reste un Ether, même si dans l'absolu, après, ça a une valeur en dollars. Mais c'est même pas l'aspect valeur en Ether ou en dollars derrière. C'est juste que pour l'instant, ça m'est pas arrivé, donc tant mieux, tu vois. Mais imagine, demain, je fais un NFT et en fait, c'est juste, c'est raté ou ça ne plaît pas ou j'ai des mauvais retours ou ce genre de choses. C'est plus ce truc-là, tu vois. Ouais. J'ai toujours été, depuis toujours, j'ai toujours été un petit peu, dans la crainte que les gens n'aiment pas ce que je fais. Je pense qu'en tant qu'artiste, hein, c'est un peu le truc qui nous arrive un peu à tous. Et j'ai plus cette crainte de ça, tu vois. C'est même pas l'aspect du tout financier du truc, quoi. Ok, je comprends. Parfait. Eh ben, écoutez, on va passer quand même. On va passer sur un autre sujet. On va passer du coq à l'âne. Si on parlait un peu DeFi, je crois qu'on a des interlocuteurs qui ont des des compétences assez poussées sur le sujet. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Il y a l'Ethereum Convention qui arrive bientôt. Et on y sera tous d'ailleurs, je crois. Et on y sera tous d'ailleurs, normalement en streaming depuis Paris. Vous pourrez nous retrouver là-bas. Donc voilà, je sais pas si par exemple Antoine, peut-être tu pourrais nous expliquer un peu ce que vous faites au sein de AP Wine par exemple. Parce que vous êtes ancré dans la DeFi, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu encore de tout le monde. Ouais, alors du coup, je vais peut-être me présenter plus en détail. Je suis assez investi dans la communauté française, dans DeFi France notamment. Ensuite, je me suis lancé dans un projet avec des amis de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et donc, ce projet, c'est devenu AP Wine. Et le but d'AP Wine, c'est Alors, là, je vais essayer de vous faire un peu peur et ensuite, je vais vous expliquer. Donc, le but, c'est de tokeniser le future yield, donc c'est-à-dire le rendement futur. Donc, comment ça fonctionne? Pour un utilisateur lambda, par exemple, qui a des ADAI et qui veut toucher un rendement fixe, et par exemple, qui souhaite toucher son rendement à l'avance, c'est possible en déposant du coup les ADAI sur AP Wine. Ils vont être bloqués pendant une certaine période. Et d'un côté, vous recevrez des future yield tokens. Donc, c'est des tokens qui représentent le rendement qui vont être générés, qui va être généré par les ADAI déposés. Et vous avez des ownership tokens. Donc, c'est des tokens qui représentent votre part les ADAI que vous avez déposés. Ensuite, vous pouvez vendre les future yield tokens, par exemple, si vous ne souhaitez vendre que votre rendement. Et vous pouvez donc toucher votre rendement à l'avance puisque vous le vendez, par exemple, contre du DAI. Et donc, vous touchez instantanément les DAI en échange des future yield tokens que vous avez vendus. Donc ça permet de faire énormément de choses. Donc, d'une part, tokeniser l'intérêt futur, mais ensuite tokeniser des jetons qui sont vestés, donc c'est-à-dire qui sont pour l'instant inaccessibles et qui seront accessibles par la suite.
Donc tous les mécanismes où on doit attendre pour pouvoir récupérer des jetons. Et par exemple, ça fonctionne avec Yearn, Curve, Compound, StakeDAO. Et on permet du coup de vendre ou d'acheter, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir spéculer dans tous les cas ou de se protéger du risque avec les rendements futurs. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez plus de clarification. Alors, moi j'ai une question toute con. Pourquoi AP Wine? Parce qu'en fait, c'est tout con, mais je vois le nom circuler beaucoup sur Twitter, ou j'ai vu un peu sur Telegram. Et du coup, je suis allé un petit peu voir juste sur le site pour voir ce que tu fais un peu plus dans le détail. Et c'est plus le nom en fait qui m'a interrogé pour l'instant. D'accord. Alors, le nom a une histoire avec plusieurs facettes qu'on pourrait dire. Donc à la base, on s'est dit le vin ça mature comme du coup le rendement futur. Et les mecs sont allés loin. Les mecs sont allés loin. Oui, effectivement, mais ça va être beaucoup plus clair dans quelques secondes parce que on s'est dit AP Wine, ça ressemble à APY comme du coup Annual Percentage Yield, que vous pouvez voir sur AAV ou Compound par exemple, qui représente votre rendement annuel. Avec ça, du coup, on s'est dit, c'est sympa, on a le mot wine dedans et en plus, ça fait APY. Mais par-dessus ça, ça c'est venu d'une erreur de notre community manager qui a mal écrit quelque chose. C'est Ape Wine, donc ça veut dire singe et vin. Donc on a séparé le mot en deux. Et donc on est un peu parti sur ce thème de vin et de singe pour les apes qui in dans les farms un peu random avec 10 000% d'APY. Les tréfonds de la DeFi, quoi. Ouais. C'est ça. Comme ça, on a un peu de tout. Ok, cool. Cool, merci. Avec plaisir. Et du coup, alors ça, on en avait un petit peu discuté ensemble, mais donc là, ce projet n'est pas encore lancé, on est d'accord? C'est ça. Il est encore une bêta sur Mainnet, on l'a mis en pause, et pour l'instant, on est en train de finir de préparer la version 1, donc la première version complète, et le but, c'est qu'elle sorte avant le THCC. Qu'elle sorte avant. Ok. Donc bientôt, quoi. Dernière ligne droite, ouais. Ouais, vous avez moins de 20 jours, vous avez 18 jours. Effectivement, on attend surtout les audits là, et ensuite ça ira beaucoup plus facilement. Donc du coup, tu peux nous confirmer que le 20, quand on se voit, on peut déposer notre pécule sur ton protocole. Alors oui, ça c'est normalement, mis à part s'il y a un très gros problème, il y a quasiment 100% de chance que ça arrive. D'accord. Et ok. Et alors on a pu voir qu'il y avait des noms un peu connus. Il y a Marc de AV par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont comme comment dire c'est quoi un peu leur rôle dans ce projet si c'est pas comment dire si c'est pas trop confidentiel? Non, alors c'est des advisors. Donc en fait c'est des personnes qu'une fois qu'on avait démarré le projet, qu'on avait une bonne idée, quelque chose de fonctionnel mais pas forcément parfait. Donc on a fait une première alpha sur testnet et là on est allé les voir pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous pensez du projet? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et à quoi ça pourrait servir, vu que vous êtes déjà dans la DeFi, mais aussi que vous avez une connaissance technique qui peut, du coup, bien sûr, nous être utile pour savoir, pour connaître un peu les limites et puis les possibilités d'intégration, donc notamment avec AAV et StakeDAO, avec du coup Marc Zeller et Julien.
D'accord. Et puis, on avait aussi une advisor académique qui enseigne à UCL et à l'EPFL. Et donc, c'est là où c'est la première qu'on a contactée parce qu'elle faisait du coup des cours sur la blockchain, etc. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant si elle nous aidait pour le white paper, pour se développer, etc. Et voilà. Et donc, oui, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Oui, bah écoute, on va pouvoir revenir dessus. Si jamais dans le chat les gens ont des questions, bah, ils peuvent les poser. Moi, je propose qu'on continue un peu dans l'univers magique et merveilleux de la DeFi. Peut-être que vous avez un super protocole à nous présenter. Récemment, il y a Pickle Finance qui est arrivé sur Polygon. Il y a Cream récemment également, enfin on va le dire avec le English accent, Cream et pas Cream. Il y a Curve qui est arrivé sur XDAI. Alors Curve est arrivé sur XDAI, d'accord, j'ai pas eu le... Ouais, j'ai vu c'était hier je crois. Curve est arrivé sur XDAI, bon pour l'instant il n'y a qu'une pool, mais en tout cas ils vont se développer, donc ça c'est plutôt très cool. Et après tu as plein de produits, vous parliez des Ape machin, tu as Ape Swap Finance qui sont sur Polygon aussi, pour ceux que ça intéresse. Depuis cette semaine, je pense. Il disait Balancer, Antoine, sur Polygon. Oui, les Balancers se sont lancés sur Polygon. Il y avait d'ailleurs des APY assez intéressants sur les paires principales, un peu comme pour Sushi, SushiSwap, qui avait du coup incentivisé BTC, WBTC, USDC, etc. Donc oui, les taux étaient très intéressants. Là aussi, il y a, en revenant rapidement sur les NFT, et puis en même temps sur la DeFi, il y a CometSwap qui a fait du coup, je crois, un partenariat avec CoinGecko, où comme ça, on peut, avec des candies, on peut récupérer un petit starter kit pour pouvoir avoir un petit vaisseau et puis un Matic pour pouvoir payer les frais de transaction. Alors ça, c'est sold out. Ah, bah du coup, j'ai été rapide, alors ça va. Ça a été ça, je crois qu'ils ont fait une OP assez incroyable parce que il y avait quand même pas mal de vaisseaux disponibles. Alors je vais essayer de pas m'avancer avec un chiffre trop exorbitant, mais je crois qu'il y avait quelque chose comme 5000 vaisseaux disponibles et c'est parti en moins de 24 heures. Donc ouais, ils ont grave assuré leur OP marketing. Et sinon, il y a aussi du coup le Gitcoin Grant numéro 10 qui s'est arrêté. Comment du coup, je crois que c'est encore un des... À chaque fois, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses des projets. Donc, c'est toujours sympa de voir la communauté qui se donne pour améliorer l'écosystème. Sinon, je crois que j'ai pas de chiffres exacts, mais en tout cas, c'était une bonne édition pour Gitcoin de nouveau. Sinon, il y a aussi les KPY options de UMA qui se sont qui sont arrivés à maturité. Donc, j'imagine que UMA, vous connaissez Universal Market Access. Yes. C'est un genre d'oracle. Mais c'est un oracle optimiste, c'est-à-dire qu'il va chercher le prix que quand on en a vraiment besoin. Donc à la fin de justement à l'expiration des produits financiers, ou alors au moment d'un litige comme une liquidation ou quelque chose comme ça. Mais donc des KPY options, en fait, c'est des options, donc c'est-à-dire un outil financier qui vous permet d'avoir accès à, comment on pourrait dire ça, à une certaine somme d'argent si une condition est remplie, est validée. Et donc, par exemple, les KPY options sur la TVL, donc la Total Value Locked de UMA notamment. Et si la TVL dépasse celle qui avait été préinscrite dans le contrat des options, alors
si on avait des options, on pouvait toucher des UMA. Et donc, ça permet d'inciter les gens à faire augmenter la TVL de façon directe, en fait. D'accord. On est sur un truc un peu technique quand même. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si la TVL n'est pas atteinte, alors les gens, du coup, ils touchent pas les tokens du tout. Les tokens de l'option, ils sont pas récupérables par les gens qui ont acheté l'option. Et c'est donc le protocole UMA qui récupère ses propres tokens pour potentiellement les remettre dans des options pour la prochaine fois. D'accord. Ça crée un nouveau type de liquidity mining qui pousse vraiment sur l'augmentation de la TVL, mais pas forcément par l'APY que ça va générer, mais parce que si par exemple de nombreuses personnes vendent les options et qu'elles coûtent très peu cher, des whales vont potentiellement racheter les options, ajouter de la TVL à UMA et ensuite récupérer les UMA tokens pour par exemple 1/10 de leur prix. D'accord. Et donc, ça booste la TVL et c'est une nouvelle méthode que je trouve intéressante. Alors, on nous demande... il n'y a que UMA qui le font, ça, du coup. Hein. C'est eux qui l'ont. Alors, je crois qu'ils ont proposé à d'autres protocoles, mais pour l'instant, je crois que j'ai vu que UMA le faire directement. Ok. Alors, on nous demande si on connaît le projet Oxen. Je ne sais pas si ça vous parle. Absolument pas. J'avoue que j'ai vu la question et je ne connais absolument pas. Eh bien, on ira se renseigner et on ira se renseigner sur le projet qui pourra potentiellement faire l'objet de futurs articles si on le valide. Voilà. Du coup, c'est bien parce qu'on a vraiment des profils tous un peu très, très différents. C'est juste une constatation en entendant Antoine parler où moi, la DeFi, je m'y intéresse depuis pas si longtemps que ça. Et des fois, j'ai encore un peu du mal à tout bien comprendre pour les fonctionnements de certains. Et du coup, c'est bien parce que je trouve qu'on peut un peu se compléter sur certaines choses et apporter un peu de tout ça aussi à notre auditoire. Le problème avec la DeFi, c'est qu'il y a un jargon en fait technique, je trouve qui est assez problématique pour. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais pour le commun des mortels, vraiment pour Monsieur et Madame tout le monde, tout le champ sémantique de la finance décentralisée, c'est un calvaire. Je pense qu'il y a un peu de travail là-dessus pour permettre à plus de monde effectivement de rentrer dessus. Voilà, je pense que c'est quelque chose que les gens, enfin voilà, les projets comme celui d'Antoine pourraient travailler dessus pour permettre à des gens qui ont les moyens mais qui n'ont pas forcément les connaissances de rentrer plus facilement dessus. Même moi, en m'y connaissant un petit peu, j'avoue que des fois, enfin un petit peu, même plutôt pas mal en fait, mais des fois j'arrive sur des projets DeFi où concrètement j'ai vraiment du mal à piger, et du coup de peur de pas faire bien ou de me planter ou de pas vraiment savoir ce que je fais, du coup je fais pas. Voilà, c'est juste que je suis arrivé sur je me suis intéressé à Curve ça fait 2-3 mois. Alors j'avais adoré le principe de l'interface ultra old school rétro. Et tout. Ah oui. Franchement, j'ai adoré vraiment. Et c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, ça fait pas l'unanimité. Non, ça fait pas l'unanimité. Mais toi, tu t'es fait avoir par le côté rétro, toi. Moi, complètement. Et après, j'ai vu que c'était un projet quand même assez solide. Du coup, je m'y suis intéressé. Alors, j'ai compris le fonctionnement et ça m'a pris un petit peu de temps. Parce que après, leur site mérite quand même un petit peu d'amélioration parce que c'est pas forcément tout très clair, je trouve, et ça prend un peu de temps avant de piger vraiment le fonctionnement total. Et par exemple, je sais qu'il y a un projet DeFi qui se greffe un peu à ça, c'est Convex Finance. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Non. Alors, franchement, j'ai beau retourner le site de tous les côtés, je
j'arrive pas à comprendre vraiment le fonctionnement. Ça peut être un bon sujet si vous voulez que je le traite maintenant. Bah écoute, avec plaisir. Fais-nous part. Je veux dire, on est aussi là pour en discuter, quoi. On est en plein dedans. On est dans l'improvisation totale, parce que c'était pas du tout prévu. Je ramène ça sur la table. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ça, c'est un peu le but aussi. Du coup, vous savez que du coup, Curve, il fait du liquidity mining. Donc, c'est-à-dire que quand tu déposes de la liquidité, donc par exemple sur la 3Pool, donc c'est une pool de liquidité qui possède donc de l'USDC, de l'USDT et du DAI. Eh bien, vous touchez des CRV tokens, qui sont du coup les jetons de gouvernance de Curve. En faisant ça, donc vous touchez un rendement qui est plus élevé que si vous ne touchiez pas du coup ces tokens juste avec les frais de swap. Donc, ce que Yearn a commencé par faire, en fait, c'est de faire des vaults, donc c'est-à-dire de faire un smart contract qui automatise le fait de déposer la liquidité, de récupérer les CRV qui sont donnés par Curve, ensuite de les vendre au prix du marché, et ensuite de les vendre du coup contre, par exemple, de l'USDT, du DAI et de l'USDC, et ensuite d'utiliser ces 3 stablecoins pour redéposer dans la pool et gagner encore plus. Donc c'est pour ça qu'il y avait des rendements assez impressionnants qui allaient au tout départ à 1000%. Ça a duré une journée et ensuite c'est passé à 200% et ensuite ça a diminué petit à petit. Au bout d'un moment, quand c'était le bull market, ça se tenait assez bien. Mais bon, maintenant, on est passé sur du 7%, quelque chose comme ça. Et donc, ce que fait Convex, en fait, c'est un peu la même chose, mais eux, ils vendent pas les CRV. Et d'ailleurs, je vais aussi vous expliquer rapidement pourquoi Yearn est si intéressant que ça, et Convex de même, ainsi que StakeDAO ou même Harvest, où en fait, on met toute la liquidité au même endroit. On a le droit à une masterclass, là. Pardon ? On a le droit à une masterclass, là. Ça me va. Du coup, en fait, pour pouvoir farmer plus de curves, il faut bloquer des CRV. Et donc, plus tu en bloques, plus tu vas augmenter, tu vas avoir un boost de farming. Et donc, tu peux aller du simple au double. Et donc, doubler ton intérêt, c'est quand même assez intéressant. Et donc, les plateformes comme Yearn, StakeDAO, etc., vont bloquer une partie des CRV qui sont générés pour, du coup, faire un boost. Et donc, ça permet d'éviter aux gens qui sont des gens lambda, ou surtout au moment où le gaz, ça coûtait 1000 euros, 1000 dollars pour rentrer dans une pool curve, par exemple, de pouvoir rentrer facilement dans un vault Yearn, de profiter du boost, et en plus que ça vende automatiquement les curves, et de récupérer l'intérêt maximal possible, en fait. Parce que du coup, c'est très difficile de battre, en étant tout seul, de battre tout l'intérêt de Yearn, malgré qu'ils prennent des frais, par exemple, je crois, de quelques pourcents sur l'intérêt généré. Mais vas-y. En fait, c'est un peu un boost mutualisé. En gros. C'est ça. Parce que ce que je comprends, moi, dans Curve, le principe du boost, ça, je l'ai compris. Et en fait, là, tu récupères pas les... ça te permet d'avoir un boost que tu pourrais pas avoir en étant seul, quoi. C'est ça. Ce qui est plus difficile d'avoir. Après, si tu es une whale, tant qu'à faire, on peut le faire soi-même. Oui, mais sinon, pour le commun des mortels qui connaissent la DeFi, vaut mieux passer, par exemple, par des plateformes qui gèrent ça pour toi. Mais par exemple, du coup, l'intérêt de Convex par rapport à Yearn, c'est que Convex, lui, ne vend pas directement les CRV, mais il te les donne et il en prend une partie qui bloque à perpétuité et qui donc permettent de créer un boost, mais en même temps génèrent eux-mêmes des intérêts qui sont redonnés par la DAO.
Et donc, c'est on pourrait appeler ça des jetons de curve perpétuellement bloqués de convexe. Et donc ça c'est des jetons qui représentent les curves qui sont bloquées. C'est CVX, CRV, c'est ça? Pardon? C'est CVX, CRV, je crois. C'est ça. Ouais. Et donc, ça permet au lieu de ne pas avoir... Au lieu que juste le protocole les bloque à vie et que du coup la valeur soit entre guillemets perdue, bien qu'elle génère quand même des intérêts, justement, l'intérêt, c'est que là, vous avez un jeton que vous pouvez encore vendre à quelqu'un d'autre qui va profiter des intérêts et qui sera potentiellement moins cher que le curve qui n'est pas bloqué, mais qui a toujours une valeur. Et pour l'instant, justement, ces jetons qui sont bloqués à perpétuité valent approximativement la même chose que les jetons non bloqués. Donc, ça peut être intéressant à utiliser. Ok, d'accord. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, Convex, qui est arrivé bien après, a fait un gros airdrop avec beaucoup de liquidity mining et a réussi à renverser la balance et à devenir le protocole où le plus de CRV sont bloqués parce qu'ils avaient du 120% par an. Et d'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est qu'à AV, en fait, il y avait un énorme emprunt de CRV. Et donc, les PY étaient de... le taux à payer était de 100% par an. Et les gens ne savaient pas forcément, même si, du coup, en regardant un peu, ça devient évident, c'est que les CRV qui étaient bloqués à perpétuité, du coup, on ne pouvait pas les récupérer comme ça. Et donc, si on emprunte un jeton à 100% pour le bloquer quelque part, le problème, c'est que du coup, on ne peut plus rembourser. Et donc, il y a dû y avoir pas mal de gens qui se sont fait liquider entre-temps. Ok, d'accord. Et ça a été audité et tout, ce truc, je suppose? Ah oui, c'est en fait c'est certainement un fork du contrat de Yearn, mais juste ils vendent pas les CRV. Ok, d'accord. Et je pense qu'avec toutes les liquidités qu'il y a dessus, il y a eu pas mal d'audits, je pense. Ok. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Il a séché tout le monde, en fait. Ok. Si vous avez des points encore à éclaircir, n'hésitez pas. On a une question dans le chat. Ah ouais, alors une question que je pense elle t'est probablement adressée, Antoine. Selon vous, un sysadmin Linux DevOps devrait potasser quoi pour participer activement au projet émergent? Alors là, comme ça, la DevOps, c'est très utilisé là où il y a des liquidations. Mais donc l'intérêt, en fait, là, ce serait de potasser toute l'interaction avec les smart contracts. Donc, par exemple, le JavaScript ou le Python avec donc des librairies comme Web3.js ou alors Ethers. Et il y a par exemple en fait, tout ce qui est, comme je dis, les interactions à partir du coup de code vers la blockchain. Ok. J'espère que ça répond en partie à ta question. Niok, ça fait très polonais. Je ne sais pas si j'ai bien orthographié ton pseudo. Excuse-moi par avance. Et voilà, est-ce que, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on est là-dessus, est-ce que, pour terminer, vous auriez un petit projet à nous vendre, là, comme ça, chacun, sur, au choix, blockchain, un protocole, quelque chose que vous avez utilisé récemment?
Moi, en vrai, en DeFi, je suis pas méga calé et je me suis intéressé, comme tu dis avant, avec beaucoup à Curve. Et du coup, Convex fait partie des trucs que je trouvais intéressants, mais vu que je ne comprenais pas trop, je voulais pas trop mettre mes billes dedans, quoi. Donc, j'ai pas d'autre chose à demander, à proposer. Johan? Moi, perso, c'est lié à la DeFi, mais c'est pas un projet en tant que tel. C'est un dashboard qui regroupe quasi toutes les blockchains, en tout cas intéressantes. Ça s'appelle apeboard.finance. C'est encore des singes, je suis désolé. Et en gros, ça recense, si tu mets ton wallet, t'as pas besoin de te connecter à un MetaMask, tu peux juste mettre en lecture, en fait, ton adresse. Et du coup, il va scanner tout ton Ethereum, BSC, Terra, Solana, Polygon, Binance et potentiellement XDAI. Et ça, moi, j'ai découvert ça cette semaine, il y a 10 jours à peu près. Et pour moi, ça a été une révolution parce que Zerion, Zapper, tout ça, c'est bien, mais c'est encore assez limité. Eux, ils arrivent avec vraiment pas mal de projets. Et je trouve ça assez intéressant. C'est plutôt bien fait. Alors, c'est vraiment dans la tendance, un très BSC. Tu vois que c'est un projet qui est quand même né... qui découle de tous ces projets BSC très colorés, très machin, très 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 BSC vraiment, mais au final c'est plutôt bien fait. Tu peux même trouver en fonction, tu as une recherche, tu peux aller rechercher t'as une recherche, tu mets le nom du token que tu veux et lui il va te chercher toutes les pools qui les pools en fait tout simplement sur n'importe quelle blockchain où tu pourrais aller trouver le meilleur rendement, choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'utilise un peu depuis 10 jours et c'est ça. Voilà. Donc c'est pas un projet en tant que tel, mais c'est plutôt un dashboard assez sympa. Antoine, mis à part IP Wine, je suis en train de réfléchir, mais vu que IP Wine n'est pas encore sorti, je peux vous dire de vous préparer, de vous préparer pour la sortie. Mais donc sinon, il y a après il n'est pas encore sorti non plus, mais il y a Bunchy Protocol qui va permettre de faire un AAV, mais pour les NFT. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait à la base, de pouvoir déposer des NFT en garantie et emprunter des Ethereum ou n'importe quoi, comme sur AAV, en échange un peu. Et donc ça permettrait à des personnes, des collectionneurs, etc., de quand même pouvoir vivre des œuvres, des choses comme ça. Sinon, rapidement, pour revenir sur les NFT, mais là c'est plus sur les NFT gaming ou alors le trading de NFT. Donc il y a Blackpool qui fait ça. C'est un hedge fund qui gère des NFT et qui du coup génère des intérêts avec des NFT, donc par exemple avec Sora ou alors avec Axie Infinity ou Comet Swap, des choses comme ça. Ok. Et donc du coup, ça fonctionne. Est-ce que tu peux rapidement expliquer le fonctionnement? Alors, du coup, ils ont des Ethereum à eux qui du coup ils les font travailler. Mais sinon, on peut acheter des jetons, donc des BPT. On peut ensuite stacker les BPT un peu comme les X Sushi et récupérer des intérêts. Je crois que les intérêts n'ont pas encore commencé, mais ça. Alors, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que j'en sais pas plus, mais j'espère que ça sorte dans pas trop longtemps. Et d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui ont fait StakeDAO. Julien Bouteloup notamment. Ok, super. Et pour conclure, moi on va rester sur Julien justement. Je le connais pas du tout, mais effectivement, moi je vais vous parler de plutôt donc rester sur Polygon et un combo qui est plutôt intéressant pour les gens qui ont un peu de cash sur Polygon et qui veulent entre guillemets rester sur quelque chose de stable tout en percevant des intérêts relativement intéressants. Il y a ce combo grâce à Curve et StakeDAO dans lequel vous déposez votre liquidité dans Curve, vous récupérez vos CRV, enfin vos AMCRV, et vous allez les déposer dans StakeDAO pour maximiser votre rendement. Et je trouvais le concept plutôt intéressant.
vous allez toucher des intérêts sur vos LP tokens de chez Curve, plus du token SDT, donc de StakeDAO. Donc voilà, c'est plutôt, je trouvais le combo plutôt intéressant pour les gens qui ont pas forcément envie de prendre des risques. Donc voilà, c'était ma petite trouvaille sur Polygon. Messieurs, je pense qu'on a fait une belle, un beau tour de la question. C'était une belle première édition. Ouais. Et puis, plaisir. et puis on se retrouve, si tout se passe bien, vendredi prochain à 19h sur Twitch. Yeah. On a perdu. Johan, toujours là ? Non, je suis là, je vous écoute. Non, je me fais silencieux. On a cru que tu avais déjà attaqué l'apéro, en fait. Ah non. Je ne fais pas ça. Super. Il y a le saucisson devant le clavier. Et carrément. Eh ben, écoutez, merci à vous, merci à nos premiers viewers. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 19h. Et n'oubliez pas l'Ethereum Convention France du 20 au 22 mai, c'est complet. Et bien évidemment, on y sera. Vous pourrez nous retrouver en live là-bas. Voilà, passez une bonne soirée, un bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Très bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci encore d'être passé. Yes.